Les rendez-vous de la conservation, un podcast inspirant proposé par MOOC Conservation et Youth Conservation de l'ICN. À travers des interviews d'acteurs engagés dans la conservation, nous souhaitons informer, former et inspirer tous les passionnés de la nature qui s'impliquent dans la protection de l'environnement. Bienvenue dans ces rendez-vous de la conservation. Bonjour Miranda, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre podcast Les rendez-vous de la conservation. Miranda Akongogol, vous êtes originaire du Cameroun et vous êtes actuellement la directrice de l'ONG AFEBEN qui a été créée en 2001 et dans l'est du Cameroun. Alors Miranda, je vais vous laisser la parole et peut-être démarrer tout de suite par le vif du sujet, c'est-à-dire cette ONG AFEBEN, qu'est-ce qu'elle signifie déjà? Et puis nous expliquer un peu l'objectif principal et notamment comment vous intervenez dans les communautés locales et autochtones. La parole est à vous, Miranda. Ok, bonjour à tout le monde. Moi, c'est Akongongol, comme l'a bien dit, et je suis la directrice de l'ONG AFEBEN. Et AFEBEN, c'est l'appui à l'autopromotion de la femme de Bumba Ngoko dans le sud-est du Cameroun, dans la grande réserve où nous avons beaucoup de parcs nationaux. Merci. Et dans le travail que nous faisons, AFEBEN travaille avec les communautés locales et les peuples autochtones pour pouvoir les permettre de prendre conscience des ressources naturelles que nous avons, de la richesse des ressources naturelles que nous avons et de contribuer effectivement à la meilleure gestion de ces ressources et pouvoir profiter et se développer. Voilà un peu de manière ramasser notre objectif. Donc, nous accompagnons dans les communautés à pouvoir prendre conscience de manière effective de nos différentes ressources. Et donc, en termes d'action, nous travaillons avec les groupes de femmes et des groupes de femmes peuples autochtones et des femmes bantoues, tous sont les communautés locales. Et là, nous faisons des formations à certaines thématiques, nous les sensibilisons et nous faisons un appui rapproché. Et aussi, nous travaillons dans la mise en contact avec certains partenaires qui peuvent être des acheteurs de ces différents produits, qui peuvent être des entreprises, qui peuvent être l'administration même. Nous les mettons en contact avec ces différentes communautés pour pouvoir en tirer profit. Nous faisons aussi la mise en marché de nos différents produits à travers les différents foires, à travers des différents forums qui puissent exister au niveau de notre pays. Voilà un peu. Nous faisons aussi de l'appui financier. C'est-à-dire que lorsque une structure, une coopérative veut mener certaines activités, AFEBEN apporte un petit soutien financier qui les permet de mettre le produit sur le marché. Voilà un peu en termes de stratégie, c'est que, en termes d'activité, c'est que AFEBEN mène. Merci. Merci beaucoup Miranda pour cette introduction. Et est-ce que vous pourriez un peu nous dire, on sait que les mises en œuvre sur le terrain ne sont pas toujours évidentes. Est-ce que vous rencontrez des difficultés dans la mise en œuvre de vos actions? Oui, nous avons les activités, ça ne peut pas manquer d'avoir les difficultés, mais nous avons quelques difficultés qui sont majeures, parmi lesquelles l'adoption des innovations. Par exemple, je veux prendre, nous avons des ressources que nous avons l'habitude au niveau traditionnel d'utiliser, mais maintenant, pour que ces ressources soient reconnues au niveau national et au niveau international, il faut adopter certaines normes. Et ça, un projet ne peut pas nous accompagner pour ces différents processus. Donc, c'est tellement long que nous les accompagnons de manière progressive. Et ça, c'est une difficulté. Si vous n'avez pas la capacité de suivre et les moyens de suivi rapprochés, ce n'est pas facile de pouvoir avoir ces résultats. C'est une Des difficultés. des, des difficultés. Et ça fait en sorte que la plupart des bailleurs financent une activité et non un processus. Et donc là, c'est une des difficultés. Une autre difficulté, c'est l'accès
la difficulté d'accès à nos différentes zones. Nous travaillons dans les zones très, 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 très éloignées Mm. des zones urbaines et les moyens de locomotion ne sont pas adaptés, et ainsi de suite. Puis l'une des difficultés aussi, c'est le manque de structures de sécurisation et de mobilisation des fonds. Nous sommes à l'extrême est du Cameroun où, dans notre zone, vous allez voir, nous n'avons aucune banque. Et du coup, toutes les moyens, toutes les ressources, tous les revenus que les communautés peuvent brasser, ils les dilapident en un temps record. Et ça ne facilite pas le développement parce qu'ils ne savent pas comment bien gérer ça, comment sécuriser, ainsi de suite. Donc voilà un peu de manière ramassée, hein, Ouais, les euh, principales nos difficultés auxquelles difficultés. vous êtes confrontés. Mais maintenant, on n'a pas hésité en termes d'appropriation, en termes de... Nous avons une bonne connexion avec nos communautés. Et Mm. du coup, c'est le processus qui est juste un problème. Voilà un peu. Et justement, quelles sont les stratégies aujourd'hui que vous mettez en place pour ce qu'on appelle donc les produits, pour valoriser les produits forestiers non ligneux et quels bénéfices en tire la population locale aujourd'hui? OK. Nous avons plusieurs stratégies. La première stratégie, c'est d'abord que nous travaillons de manière participative à sélectionner de manière active nos communautés. Donc, et quels sont par exemple, quel est le produit qui a plus d'impact au niveau communautaire et qui peut vraiment aider les autres? Parce que nous, on a compris que nos ressources naturelles que nous avons, ce n'est pas non seulement pour la communauté locale, mais ça peut aider toute l'humanité. Donc, nous aidons donc les communautés à sélectionner ces différents produits, qui sont des produits phares, qui sont des produits qui ont une histoire et nous les aidons donc à valoriser. Et valoriser pour nous, c'est déjà amener la communauté à pouvoir mieux produire, donc produire les produits de bonne qualité Mm. qui seront mis sur le marché et qui seront acceptés par tout le monde. Nous les aidons à pouvoir mieux vendre ces produits pour pouvoir avoir des revenus et nous aidons à régénérer la ressource. Au niveau des produits forestiers non ligneux, les communautés collectent à l'intérieur, d'abord c'est tout autour des forêts communautaires qui sont déjà un peu, qui sont plus trop riches, mais Mm. maintenant, elles vont à l'intérieur pour pouvoir collecter ces différents produits. Nous les aidons maintenant à mettre ces produits à côté de leurs cases, à côté des achères, pour qu'elles ne soient plus en train d'aller à des distances assez éloignées de leur zone d'intervention, de leur communauté. Voilà un peu. Et aussi, nous accompagnons la communauté à la certification de ces différents produits. D'accord. Donc, à la légalité même, parce que pour mettre un produit sur le marché camerounais, il y a les procédures qu'il faut utiliser. Et donc, nous amenons dans les communautés à cela. Voilà un peu. Donc, dans le travail pratique que nous avons fait, nous travaillons avec les communautés à la base, à travers les structures locales qui sont les coopératives. Donc, Mm. nous regroupons dans les femmes au sein des coopératives et nous les amenons donc à rendre les services à les différents membres et des services en termes de meilleure vente de ces différents produits. Voilà un peu. Merci Miranda. Si vous voulez bien, je voudrais qu'on rentre peut-être dans des projets un peu plus spécifiques que vous avez pu mener. Il y a notamment un de vos axes stratégiques qui concerne la production d'un cacao zéro déforestation. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus aujourd'hui sur ce projet et puis sur ses impacts à la fois sur les communautés et sur l'environnement? OK. D'abord, notre zone d'intervention, c'est autour des périphéries des parcs. Et donc, nous accompagnons dans les communautés déjà à faire la production de cacao sur ombrage. Mm. Parce que, et ça c'est un peu la chance, on les aide dans une superficie, de sélectionner les arbres qu'il faut couper et des arbres qu'il faut laisser pour que
le cacao reste sous ombrage et n'aime pas l'impact négatif sur le processus de déforestation. Ça, c'est déjà ça. Et nous les aidons aussi à produire du cacao pour ne pas détruire les sols. Donc, utiliser les différents produits qui peuvent nourrir les sols sans toutefois détruire la qualité de ce sol-là. Ça, c'est les actions que nous menons. Et maintenant, nous travaillons en sorte que les communautés ne continuent pas à donc, rentabiliser les espaces qu'ils ont déjà cultivés pour ne plus continuer à augmenter les superficies pour augmenter parce que un peu ici, tellement la production à l'hectare n'est pas assez bonne, où on pense qu'il faut avoir des grandes superficies. Donc, actuellement, nous sommes en train de travailler pour rentabiliser le cacao à l'hectare. Nous sommes, on peut dire, au début de nos activités, les gens, les communautés étaient à 3 sacs à l'hectare. Pourtant, la norme nationale voudrait que on a à 10 sacs par hectare. Donc, actuellement, depuis 3 ans, nous travaillons, les communautés commencent à aller à 6 sacs, 7 sacs par hectare. Donc, nous n'avons pas encore atteint la norme nationale, mais nous pensons que nous allons arriver à travers nos sensibilisations et à travers... L'une des autres choses, c'est que dans le travail que nous faisons, nous accompagnons les communautés à mieux gérer ces ressources à travers d'abord les meilleures ventes. Nous les mettons en contact direct avec des gros acheteurs. Par exemple, au niveau du Cameroun, avec Si Cacao, qui est ceux-là qui prennent, bon, ce n'est pas une publicité, mais des gros acheteurs, nous les mettons en contact avec eux. Ce qui fait qu'on élimine les, des intermédiaires qui diminuent le prix du kilogramme du cacao. Ça permet d'augmenter les revenus des cacaoculteurs et par ricochet le développement de ceci. Et aussi, nous sommes en train de travailler avec deux coopératives pour la certification de leur coopérative et même pourquoi pas du cacao. Ça, nous avons commencé ça cette année-ci. Et il y a une analyse, premier rapport qui a été faite. Nous avons fait un plan de correction pour que nous puissions entrer dans le processus de certification. L'autre chose aussi, c'est un peu travailler dans la transformation. Vous savez, nous ne mangeons pas, on n'est pas habitué à manger le cacao. Donc aujourd'hui, nous pensons que nous aussi, nous pouvons transformer du cacao, commencer à manger les produits de la sueur de nos travaux et aussi commencer à vendre au niveau national les dérivés du cacao. Et ça va nous faire une valeur ajoutée. Voilà un peu, toujours de manière ramasser, ce que nous faisons par rapport à la production du cacao. Et on pense que les communautés sont en train de prendre conscience que le cacao peut non seulement les aider à ne plus détruire la forêt parce qu'ils déjà, ils commencent à tirer les revenus de la production du cacao parce que le kilogramme de cacao, le prix est assez important. Et donc, ils n'auront plus la pression dans la ressource forestière, en termes de braconnage et autres activités illégales que la plupart ont l'habitude de faire. Merci. Merci Miranda. Il y a un autre sujet qui est sous-jacent à ce que à ce que vous nous racontez hein, depuis le début de notre entretien, c'est tout ce qui est lié à l'éducation, à la sensibilisation, aussi aux mentalités qui doivent peu à peu changer. Et dans le cadre de vos actions, je crois que vous menez des initiatives liées à l'éducation environnementale. Quel type de programmes sont proposés et comment ils sont perçus et reçus par les communautés locales? OK. En fait, en termes de sensibilisation sur le projet environnemental, nous, la première des choses que nous faisons, c'est d'abord d'amener les communautés à comprendre que nous sommes dans une zone où il y a plein de richesses. Et cette zone doit être mieux gérée. C'est d'abord de permettre aux communautés de prendre conscience de l'importance de nos différentes forêts. Ça, c'est l'une des choses très importantes que nous faisons. La deuxième chose, c'est la gestion de ces ressources.
de ces ressources forestières. Et la troisième que nous faisons, c'est, par exemple, lorsque les communautés sont en forêt pour la collecte, on les aide à développer certaines aptitudes pour ne pas laisser pour laisser l'environnement sain au Hmm. sein de la forêt, ne pas laisser les ordures, ne pas les sachets, tout ce que les communautés partent avec en forêt, qui reviennent avec sans toutefois les laisser en forêt pour pouvoir détruire cet espace-là. Nous aidons aussi les communautés à mieux collecter. Parce que lorsqu'on collecte mal les produits, ça impacte sur la qualité de la ressource. Donc, on les aide à mieux collecter ces différentes ressources, à mieux les protéger Hmm. et aussi, euh, nous travaillons avec des jeunes, les jeunes élèves, les jeunes étudiants, pour comprendre que dans la forêt, tout est riche, la richesse de la forêt. Et donc, c'est l'ensemble, la prise de conscience qui fait en sorte que nous pensons que toutes les communautés que nous encadrons peuvent, de manière significative, contribuer à enrichir l'espace aux hommes pour que les communautés et les enfants à la longue puissent continuer à tirer profit de la forêt. Parce que vous savez, nous considérons la forêt comme un tout. La Hmm. forêt, c'est notre congélateur. La forêt, c'est notre marché, c'est notre supermarché. La forêt, c'est un tout. Et donc, maintenant, il faudrait que ça soit pas seulement qu'ils comprennent que c'est un tout pour nous, mais c'est aussi un tout pour les autres. Parce que la forêt, non seulement nous aide à nous, mais ça aide aussi dans la régulation de la planète. Hmm. Et ça, on amène les communautés à comprendre tout cela. Donc, voilà un peu Très ce que intéressant. nous faisons. Ouais, on voit qu'il y a du travail. On sent toute l'énergie que vous menez et que vous mettez dans ces initiatives. Et vous parlez également de la restauration des terres dégradées. Euh, est-ce que vous avez pu mesurer un peu des impacts jusqu'à présent? Quels sont peut-être les défis que vous rencontrez sur ce thème de la restauration des terres dégradées? Mhm. Bon, un exemple, par exemple, au niveau de chez nous, il y a certains arbres qui ont été coupés par les sociétés forestières et sont des arbres qui sont importants pour les communautés. Et donc, au niveau de nous amenons les femmes à pouvoir replanter ces Mm. différents arbres-là, non pas pour que les enfants à la longue puissent avoir aussi ces différentes ressources. Donc, en termes de reboisement, nous aussi, comme je disais aussi, nous faisons la restauration des différents champs. Donc, nous accompagnons donc les communautés à restaurer les champs, même les champs cacaoyers, comment restaurer, comment replanter les arbres fruitiers, comment revoir le sol, comment enrichir les sols, comment ça, c'est un peu des activités que nous menons pour que non seulement on ait les arbres, mais que ces terres soient aussi riches pour continuer à nous nourrir. Voilà les deux actions que nous faisons, la restauration des terres et puis la mise en place des pépinières et la plantation des arbres. Et ça, les femmes maintenant s'approprient de ces différents arbres, ça devient les arbres, et elles sont plus à l'aise et ça permet qu'on ne peut plus, n'importe qui ne peut plus venir couper. Donc, Miranda, j'avais une question à vous poser maintenant sur la place qu'occupe la valorisation du patrimoine culturel dans les projets d'AFEBEN et comment cette approche soutient-elle la préservation des ressources naturelles? La préservation de nos ressources facilite la conservation des ressources naturelles. Par exemple, lorsque nous voyons comment nous avons travaillé dans la valorisation du Moabi, nous avons permis aux femmes d'avoir, le Moabi, c'est un produit communautaire, c'est une huile que les femmes utilisent au niveau de leur ménage. Et lorsque nous avons amené à pouvoir bien vendre, à pouvoir transformer pour faire des laits et autres, cela a permis à la femme de pouvoir protéger cet arbre-là
Aujourd'hui, dans les zones où nous avons travaillé, aucune femme ne pourra accepter qu'on coupe encore le moabi. Ça, c'est un peu l'une de nos stratégies. La deuxième, c'est il y a certaines familles qui ne consomment pas certains animaux. Et cette façon de faire permet que ces familles sont les protecteurs et protectrices de ces différents animaux-là. Nous avons aussi certaines pratiques au niveau des bacs à lait pas quand on des pratiques quand ils battent sur la forêt. Aujourd'hui, donc, pendant les différentes phases, différents festivals, nous appelons donc les communautés à transmettre ces connaissances aux jeunes pour qu'ils continuent à mener des actions qui menaient avant et qui avaient un impact assez important pour la préservation de la forêt. Voilà un peu les activités que nous menons pour que les communautés prennent conscience que ce qu'elles font est important pour pouvoir préserver la forêt et par ricochet la conservation de la biodiversité. Ouais, très intéressant. Miranda, si on regarde un peu maintenant vers l'avenir, Mhm. quels sont les grands projets à venir pour votre ONG et comment vous envisagez l'évolution de la collaboration enfin, avec les communautés locales, justement? OK. Pour nous, hein, nous avons quelques projets phares que nous pensons que nous devons continuer. C'est de Mhm. continuer à accompagner les producteurs de cacao à le processus de cacao zéro déforestation à travers la certification de leur coopérative, Mhm. à travers la transformation locale de leur cacao et l'amélioration de la commercialisation. Ça, il faut vraiment le faire parce que c'est une activité phare, une activité qui aide les communautés à avoir assez de revenus. Et ça, lorsqu'elles ont des revenus, ça a un impact positif sur la pression au niveau de la forêt. Ça, c'est ça. Aussi, nous allons continuer à travailler sur le développement d'économies vertes. Nous avons des produits, nous avons des actions, des choses que nous collectons en forêt et que nous avons l'habitude seulement de collecter. Mais maintenant, nous voulons donc produire cela au niveau des jardins, des cases, au niveau des différentes maisons pour que les communautés ne fassent plus trop la pression dans la nature. Et nous allons aussi continuer à améliorer la transformation de nos produits parce que nous pensons que c'est par là que nous pouvons nous développer. Si nous avons des produits que nous pouvons déjà envoyer au niveau de la France, au niveau des États-Unis, au niveau de tout le monde entier, cela va nous permettre de ne plus être, à être autonomes. Et nous allons continuer, nous souhaitons que nous mettons les communautés en lien, en contact avec certaines entreprises qui utilisent nos différentes ressources. Donc, accompagner un peu dans le processus à pas qui permet le partage des avantages et des bénéfices issus des produits biologiques, génétiques. Ça, nous voulons continuer à travailler sur ça. Et nous voulons beaucoup plus continuer à restaurer nos champs, restaurer nos espaces pour que nous restons dans un environnement sain, un environnement riche comme nous l'avons trouvé, que nous utilisons la ressource sans impacter sur la forêt. Ça, c'est nos Kedada, ça, c'est ce que nous pensons que nous allons continuer à le faire et nous souhaitons que la communauté nationale et internationale nous aide à pouvoir renforcer nos objectifs et beaucoup plus aussi euh, euh, mettre la femme et les peuples autochtones au centre de toutes différentes actions que nous menons. Voilà un peu ce que nous voulons faire d'ici les 5 ans à venir. Merci. Merci. Ben non, c'est moi qui vous remercie, Miranda. Et peut-être un dernier mot de la fin pour nos auditeurs. Je ne sais pas, ceux qui nous écoutent, qui sont passionnés de conservation. Est-ce que vous auriez un dernier message à faire passer?
En fait, le dernier, c'est pas un dernier message, mais l'un des messages, c'est que nous avons pris conscience, nous qui travaillons, qui sommes autour des zones à haute valeur économique, à haute valeur de conservation, nous avons pris conscience que nous sommes dans ces zones très, très importantes. Et maintenant, nous pensons donc que nous, les partenaires qui doivent nous accompagner à bien gérer ces différentes ressources, à bien gérer ce que nous aimons pour que nous aussi, nous donnons notre marque pour mieux conserver ces ressources qui sont les nôtres et qui sont aussi les ressources du monde entier. Et vraiment, Afeben a une équipe qui est prête à continuer cette aventure de travailler auprès de nos communautés pour que eux-mêmes ils soient fiers de les zones. Parce que vous savez, quand on est en zone forestière, parfois les gens pensent qu'on est plus éloigné, pourtant nous sommes dans un paradis. Et donc, nous voulons continuer à développer ces différents paradis que le Seigneur nous a donnés. Merci. Non, c'est moi qui vous remercie, Miranda, pour, pour votre temps. Merci beaucoup d'être venue témoigner aujourd'hui sur ce podcast, Les Rendez-vous de la Conservation. C'était vraiment passionnant de vous écouter. On vous souhaite en tout cas une très bonne continuation à vous et puis à toute l'équipe de la FEBEN. Et je vous dis à bientôt. Merci, merci. C'est une opportunité pour nous et nous remercions grandement. Nous arrivons à la fin de notre épisode. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour d'autres témoignages inspirants d'acteurs engagés dans la conservation de la nature.